Bienvenue au QT Podcast. Cette émission est un espace où les professionnels queer de la tech, entrepreneurs et leaders se réunissent pour partager leur expérience, défis et réussites. Car les innovateurs et innovatrices queer méritent d'être entendus. Et pour la première fois, ce podcast est disponible en français. Je suis votre animateur Naufel Testaouni, j'utilise les pronoms il, elle et je suis le directeur général et cofondateur de QueerTech. Dans cette saison, soutenue par le Fonds des médias du Canada, nous vous proposons des conversations avec des fondateurs et fondatrices, dirigeants et dirigeantes, experts et expertes qui redéfinissent l'industrie et ce qui signifie être queer dans la tech. Des jeunes pousses révolutionnaires au rôle des dirigeants les plus élevés au sein de ces compagnies. Ces discussions exploreront comme notre communauté passionne l'avenir de la technologie et pourquoi cela compte. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du QT Podcast où l'on explore les parcours inspirants de professionnels queer dans la tech à travers le pays. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir quelqu'un dans le travail et à la croisée de la technologie, de la créativité et du marketing expérimentiel, une véritable force derrière des projets immersifs et impressionnants. Avec nous, Jasmine Gervais, cofondatrice et directrice des opérations chez Walrus Creative Technologies. Jasmine, bonjour, ça fait plaisir de te revoir, ça fait longtemps. Bonjour Naufel, très content d'être ici, très contente. Merci. Avant qu'on commence nos questions, on aime beaucoup avoir le fun sur ce podcast. On va te demander si tu as à décrire ton travail que tu fais ou ton rôle à Walrus à travers un GIF, ça serait quoi? Oui, il fallait que je le cherche celui-là. En fait, non, c'est très simple. Ça serait probablement un GIF de Yoda qui dit « Smaller in number are we, but larger in mind ». J'aime beaucoup ça. Ouais, puis c'est pas parce que je suis une fan de Star Wars, en fait, absolument pas, c'est tout le contraire. On va dire ce personnage me parle parce qu'en fait, c'est un guerrier sage ou c'est un sage guerrier. La phrase en tant que telle qui dit « Smaller in number are we, but larger in mind », cette impression de dire qu'on est un petit groupe, on est un petit groupe de personnes, mais qui pensons des grandes choses et qui faisons des grandes choses. C'est vraiment la source de pourquoi est-ce que je suis en affaires, pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir Walrus jadis, il y a bientôt maintenant 15 ans. Donc, voilà pourquoi ça me parlait beaucoup, pourquoi Yoda aussi, parce que c'est un peu comme ça que je me vois aussi, comme un espèce de guerrier, de quiet warrior, si je peux dire ainsi. Ouais. Merci, oui, effectivement, c'est inspirant ton personnage aussi. Bon, on va demander un peu, avant de parler, on va beaucoup parler de ta compagnie Walrus. Peux-tu nous dire un peu qu'est-ce que vous faites? C'est quoi Walrus Technologies? Walrus, je vais commencer par expliquer ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a eu toute une histoire en arrière de tout ça, mais essentiellement, ce qu'on fait aujourd'hui, on est une agence de créativité technologique qui imagine des solutions d'engagement du public et des expériences à la jonction entre l'art et la technologie pour des grands événements, pour des grandes marques, des commanditaires qui activent des sites et des activations dans le cadre de grands événements live. Donc voilà, on est vraiment un carré de sable créatif où on va imaginer des expériences pour, par exemple, le Grand Prix de la F1 avec Bell, dans le fond, par exemple, où on va créer des stations expérientielles où on fait vivre un parcours à l'audience sur le site de l'activation. On va faire des expériences dans des stades, par exemple, pendant les games de hockey. On a fait des projets avec les Raptors au basketball, mais au niveau du hockey, avec les Canadiens, avec les Jets de Winnipeg, les Sénateurs d'Ottawa. Mais donc, pour créer des expériences in situ pendant les événements. Belle compagnie, si je commence à regarder un peu le projet que vous faites, très inspirant. Moi, j'aimerais comprendre, puis nos auditeurs se demandent comment tu es venu à cette idée-là, comment tu as atterri là, c'est quoi un peu, avant de lancer ta compagnie, un peu des événements professionnels qui t'ont un peu amené à lancer ou confonder ta compagnie? Excellente question. Donc, en fait, si tu m'aurais posé la question il y a 15 ans, quand on a parti notre première compagnie, moi et mes deux associés ensemble, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? Jamais j'aurais
en 1000 ans, j'aurais pu imaginer qu'on serait où est-ce qu'on est aujourd'hui. On s'est rencontrés, moi et mes associés, et on a fondé notre compagnie qui, à l'époque, s'appelait Orangerine. En tant que compagnie de production multimédia. On faisait de la prod vidéo, on était en fait des réalisateurs. On s'est rencontrés à l'école de cinéma, à la Mel Hoppenheim School of Cinema. On faisait des films ensemble et on s'est dit, on va partir une compagnie de production. On veut faire nos projets de la façon dont on veut les faire. Puis vraiment de façon tout à fait naïvement, c'est comme ça que la compagnie est partie. Puis à travers les années, en fait, on a eu plusieurs phases de métamorphose. On a commencé comme une maison de production, fait du multimédia. Très rapidement, on s'est mis à faire de l'interactif parce qu'en fait, on voulait pas juste du contenu, mais on voulait aussi le contenant. Là, on parle de 2011, là. La vague du e-commerce initial où toutes les compagnies se mettaient à vendre sur les internets. On a commencé à rapidement faire des sites web et vraiment, ça a été notre bread and butter pendant plusieurs années pour ensuite développer notre premier produit technologique qui est à l'origine de notre nom aujourd'hui, Walrus. Donc, on a développé une première solution de signalétique digitale pour les événements. Donc, c'est un agrégateur de réseaux sociaux, une solution qui permet de gérer en temps réel les contenus de réseaux sociaux qu'on affiche en temps réel dans les écrans des événements. Puis, parce qu'on travaillait déjà beaucoup dans le milieu événementiel, qu'on était déjà dans le milieu publicitaire, créatif, on faisait beaucoup de lancements de produits. Donc, essentiellement, c'est ce qui nous a permis de placer un premier pied dans la porte de l'expérientiel. On faisait du contenu à la base, puis ensuite, on a développé une expertise d'activation de marque où, les clients comme L'Oréal nous disaient, c'est vraiment cool ce qu'on est capable de faire avec votre solution de signalétique digitale, d'agréger en temps réel les feeds de réseaux sociaux. Encore une fois, on parle de 2014. Là. Fait que, on s'en va loin. Puis, donc, c'est déjà révolutionnaire à cette époque d'avoir la capacité de pouvoir afficher en temps réel les feeds de réseaux sociaux et de les modérer. Mais t'es comme, c'est le fun, mais comment est-ce qu'on active les gens? Comment est-ce qu'on engage la conversation? Comment est-ce qu'on mobilise les gens avec le contenu qu'on a sur notre site? Puis c'est là où on a commencé à développer cette expertise où on était comme, voilà, comment est-ce qu'on est capable de créer des moments mémorables qui génèrent du contenu social qui est capable de polliniser, donc non seulement le contenu physique lors de l'événement, mais aussi qui va polliniser par la suite les réseaux sociaux. Donc, vraiment, c'est comme ça que Walrus s'est développé à travers les années pour aujourd'hui devenir une agence de créativité technologique, de deep tech créatif full-fledged, où en fait, la recherche et le développement est partie intégrale, en fait, de notre stratégie de croissance, de notre stratégie de services et de produits. Absolument. Puis c'est fascinant de te parler et j'ai essayé de me rappeler quand je t'ai rencontré il y a 10 ans ou un peu plus, tu étais encore Orangine. Je pensais à ta compagnie où il y avait les intégrations Shopify e-commerce, puis tu commençais avec ce projet-là. Puis là, voir l'évolution est magnifique. Très beau travail d'ailleurs, ce que vous avez fait, c'est impressionnant. Je vais continuer à t'amener un peu vers l'arrière avant qu'on arrive au présent, mais moi j'aime beaucoup les histoires d'entrepreneurs, surtout au début, les challenges, ils n'en manquent pas souvent, quand on commence. Y a-t-il un moment où faire avancer ta compagnie semblait impossible, des gros challenges, puis là, avec ton équipe et toi, vous avez pu trouver des solutions, puis aller vers l'avant, ou une solution qui vous a propulsé. Est-ce qu'il y a un moment qui te vient en tête que tu peux partager avec nous? Définitif. En fait, dans toute cette histoire de pivot où on s'est métamorphosé, on a développé différentes expertises et on a testé différentes avenues et différentes directions. Il y a eu un moment charnière, justement, autour de 2018-2019, où jusqu'à maintenant, on avait été une compagnie, comme j'ai mentionné, une compagnie de production vidéo, multimédia, ensuite interactif. Donc, on faisait et du vidéo et du site web. Donc, en développant Walrus, donc notre premier produit technologique, en fait, on s'est dit, voilà, on a un département de développement technologique, on est capable de développer des produits, on est capable d'exploiter un produit aussi. Donc, on a fait un pivot vers un modèle SaaS, mais qui est complètement différent
que d'un modèle d'agence de service. Et ça, on l'a appris à nos dépens. Parce qu'en fait, c'est pas du tout le même animal. On ne structure pas la croissance, on ne finance pas une entreprise SaaS comme on développe une agence de service. C'est juste absolument pas la même machine, c'est pas les mêmes personnes. Même les développeurs, c'est juste un modèle d'affaires complètement différent qui nécessite des ressources complètement différentes, tant au niveau financier que au niveau de l'organisation, des personnes qui composent l'équipe. Donc, on a presque fait faillite en 2019. En fait, on avait investi énormément d'argent justement dans un département marketing, engagé beaucoup, en fait, justement, un directeur marketing. On avait un CFO aussi qu'on avait engagé justement pour planifier les rondes de financement, pour financer les différentes étapes de croissance. Puis en fait, on s'est rendu compte que c'était pas notre ADN. On avait réalisé notre premier produit qui était Walrus, mais en fait, ce qui nous excitait, c'était de faire des projets. On utilisait Walrus pour faire des projets. On venait nous chercher parce qu'on avait une expertise de niche avec cette solution que personne d'autre n'avait, qui nous donnait dans le fond un positionnement unique dans le marché. Puis on était une petite agence. Puis les gens, autrement, des marques, des très grandes marques comme L'Oréal, comme Bell, ne nous auraient jamais regardé ou su qu'on existait si ce n'était pas de ce produit qui existait, qui faisait en sorte qu'on était un peu différent et qu'on se démarquait des autres, même si on n'était pas une grande agence. Donc, en fait, c'est ça qui est arrivé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui nous motivait, c'était de faire des projets, puis de développer un produit, d'après ça, de développer les funnels de vente, puis après ça, juste focuser sur du recurring revenue, d'aller chercher différentes rondes de financement pour financer les différentes phases de croissance de l'entreprise, puis d'être attaché à nos investisseurs, attaché à un produit qui ne nourrit pas notre pulsion créative, était absolument pas aligné avec qu'est-ce qu'on voulait, puis en plus, on est en train de se mettre dans le trou avec ça. Donc, essentiellement, on a expérimenté l'une de nos plus gros échecs à cette époque, où on a décidé de faire, ben non, c'est absolument pas nous. On n'est pas un SaaS. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que c'est un problème que je vois souvent chez des entrepreneurs. Tu sais, quand on lance des compagnies, souvent dans la tech, la cible, c'est d'aller chercher des fonds, des bailleurs de fonds VCs, on veut la croissance. Puis, dans ce processus-là, beaucoup d'entrepreneurs et de compagnies vont perdre cet ADN ou pourquoi ils l'ont commencé. C'est là, on parle de QT Founders qu'on lance, puis on parle beaucoup c'est pas le seul chemin, puis parfois ça prend d'aller sur ce chemin pour réaliser, mais des fois c'est trop tard aussi, tu sais, tu t'avances, tu peux pas arriver. Sur vous avez eu la chance de comme réaliser en ce moment-là, vous avez failli faire faillite, mais vous avez fait quelque chose qui vous a ramené sur. En fait, c'est vraiment cette réalisation que ce n'était pas ce qu'on voulait faire. Je veux dire, oui, on aurait pu aller de l'avant avec un seed round, mais c'était juste pas aligné avec nous, puis on l'a senti. Puis c'est un gros travail, je pense, à travers tout ça, le travail d'entrepreneuriat, le parcours d'entrepreneuriat, c'est une quête identitaire qui est constante, hein. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'analogies entre le parcours d'une entreprise et le parcours d'une personne, de l'entrepreneur. Il y a un travail intérieur de se trouver, de trouver réellement quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont les forces de notre groupe, de notre entreprise, à quoi est-ce qu'on est vraiment bon, puis de se concentrer là-dessus. Parce que quand on commence en business, on se connaît pas, puis on switch un peu partout. Puis justement, on se perd dans ce qui est peut-être l'essentiel de ce qu'on devrait focuser. Puis ce qu'on devrait focuser, c'est ce à quoi on est le meilleur. Puis trouver ça sur quoi on est vraiment bon, les 2-3 éléments avec lesquels on est vraiment des experts, puis de se concentrer là-dessus. Puis je veux dire, on avait toujours, jusqu'à maintenant, on avait toujours bootstrappé. On était une compagnie, donc une agence qui avait parti de rien. On a mis nos économies personnelles, puis après ça, une agence de service, tu es capable de la construire comme ça avec pas d'injection de capital extérieur à part peut-être un peu de prêt. Puis ça, c'est resté dans notre ADN et ce l'est encore aujourd'hui. Puis par rapport à ce playbook de l'entrepreneur en tech qui veut absolument se voir faire son seed round, son Series A, Series B, Series C, en fait, c'est que je pense qu'il y a une réflexion à avoir au niveau de c'est quoi une entreprise et un écosystème d'entreprise qui est sustainable, qui est soutenable à long terme. Tu sais, on parle beaucoup de durabilité écologique,
Mais on parle pas beaucoup de durabilité. Je vais pas dire corporative, mais c'est un peu ça quand même. Je veux dire, on a mis sur un piédestal le unicorn, le principe de partir en affaires, d'aller chercher de l'argent, le premier round d'investisseurs, de croire. Puis après ça, tu pédales pendant 2 ans pour rencontrer tes objectifs, pour aller chercher un Series A. Puis au final, au final, ton objectif, c'est de faire un exit dans 5 ou dans 10 ans. Mais est-ce que c'est ça un modèle d'affaires qui est soutenable? Est-ce que tu veux être en business juste pour vendre ta compagnie ou est-ce que tu veux être en business pour créer quelque chose qui est cher à ton cœur puis avec lequel tu veux vivre pour le reste de ta vie puis que tu veux faire grandir dans le fond pour le reste de ta vie? Absolument. C'est comme n'importe quoi. Il y a des cycles. Hein? Oui. On est allé à l'extrême. Puis je pense que là, il y a un rebalancement qui doit s'effectuer. Cette idée de croissance est très répandue aujourd'hui. Tu sais, quand c'est perdu un peu parce qu'on veut aller chercher les fonds, si on n'a pas des 2 à 3 chiffres en pourcentage de croissance, ça veut rien dire et on se perd dans la croissance au lieu de la création de valeur. Tu sais, qu'on veut livrer. Puis la passion aussi, tu sais, t'as parlé, tout le monde a réfléchi, c'est quoi votre passion? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Est-ce que c'est création de projets, de la créativité, c'est de l'administration de business pour accroître. Puis ça, c'est de différent. Mais Boris se retrouve sur cette croisée de l'art, de la technologie et du marketing d'impact, là, si on veut dire. Tu as mentionné tantôt Deep Tech. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi la Deep Tech? Puis, est-ce qu'on parle de l'IA générative, des systèmes d'interaction? C'est quoi un peu? Puis comment vous définissez ça chez Warus? Donc, effectivement, pour nous, on a développé notre expertise sur quelques piliers fondamentaux qui sont infrastructure 5G, donc intelligence artificielle générative, effectivement, et un troisième pilier oui, effectivement, système parcours interactif immersif de réalité mixte. Donc, plus précisément, la réalité mixte, parce que c'est vraiment un créneau qui est qui n'existe pas encore dans une forme épanouie, si on va dire comme ça. On a beaucoup de VR, mais la réalité mixte est encore un médium extrêmement naissant. Il n'y a pas vraiment ni de produits, ni d'expériences, d'expositions immersives qui sont basées sur des principes de réalité mixte. Puis nous, en fait, ça fait depuis 2020 qu'on développe cette expertise-là, un format d'expérience basé sur de la réalité mixte qui nécessite également une panoplie de technologies d'interaction, mais aussi de tracking. Donc, on parle de tracking, donc de positionnement en temps réel par ultra-wideband. On parle de créer des serveurs de jeux qui sont en mesure de rouler des mass player events. Où est-ce que, dans le fond, la 5G, le fait qu'on a des environnements immersifs qui sont saturés d'équipements technologiques, donc énormément de transferts de données, dont on a besoin d'une latence extrêmement faible. On a besoin de pouvoir délivrer une expérience à des milliers de personnes en même temps. Et tout ça se fait à travers la 5G. Donc, pour nous, c'est vraiment, dans le fond, comment est-ce qu'on est capable de développer la technologie, on va dire la base technologique de l'entreprise pour développer des expériences qui peuvent être délivrées en temps réel à des milliers de personnes ou dans des environnements immersifs où il y a énormément de technologies intégrées qui nécessitent une très basse latence et une capacité de transfert de données importante. Donc voilà, in a nutshell, ça ressemble Absolument. Puis c'est un domaine qui est en évolution accélérée, comme on le voit. La technologie aujourd'hui, ça avance tellement rapide. Toi, dans la business, comment tu arrives à garder à jour avec toutes ces nouvelles technologies qui sortent pour les intégrer choisir de les intégrer dans tes processus, puis technologies que tu utilises ou pas? Comment tu arrives à rester à jour? Est-ce que tu essaies de rester à jour? Comment vous acceptez ça? Ben, je peux parler un peu de notre parcours avec l'intelligence artificielle, parce que ça a été exactement ça. Je veux dire, la vague de l'intelligence artificielle générative, ça fait à peu près, je vais dire, 2 ans et demi à 3 ans qu'elle a commencé. Elle a pris la vague de surf, la vague est arrivée vraiment, elle a frappé l'imaginaire collectif il y a à peu près 1 an, mais elle était en latence depuis un certain temps. Puis nous, ça faisait
Donc, en fait, depuis le début, on a assigné un de nos développeurs qui avait un intérêt particulier pour explorer, développer cette technologie-là, qui a fait des tests on va dire, qui a testé les différentes plateformes, qui a amené de l'information, qui a fait en sorte ça a pris à peu près 1 an et demi avant de pouvoir avoir un projet qu'on a proposé à des clients, qui a été entériné puis qui a été approuvé. Mais pour ça, ça nous a pris 1 an et demi de développer puis d'être capable de proposer puis de dire, ben voici un projet d'IA générative qu'on pense qui peut être vraiment, vraiment comme mind-blowing. Mais après ça, c'est pas nécessairement encore à terme, c'est pas nécessairement encore prêt pour le prime time. Puis éventuellement, ben on a réalisé puis on l'a vu. Quand le marché était prêt pour ça, on était prêt, on avait déjà nos workflows, on avait déjà fait des tests, on avait déjà amplement fait de recherche pour être en mesure de déployer des expériences d'art génératif. Puis une fois que ça s'est fait, puis là ça fait 1 an maintenant de ça, qu'on a fait notre premier projet d'IA générative. On en a fait une quinzaine depuis, puis on est considéré comme étant l'un des pionniers justement dans l'application de l'art génératif à des concepts d'activation grand format dans des événements live sportifs. Puis, tu sais, là, faut nécessairement rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de complexité au niveau de la gestion, de la conformité des logos, de la conformité des formes aussi quand on s'adresse à des audiences où on doit s'assurer que l'intelligence artificielle ne fasse pas d'écart au niveau de la morphologie des enfants. Hein? Tu veux pas te retrouver avec une jeune fille de 14 ans avec des gros avec des gros seins d'une actrice porno parce que c'est ce que l'intelligence artificielle a été entraînée à faire. Puis, bref, donc il y a beaucoup de recherche et développement pour développer des workflows qui sont extrêmement consistants. Salut les cuties! Vous savez que QueerTech, c'est plus que ce podcast. Nous avons 3 programmes encore pour vous aider à bâtir votre carrière dans la tech. QT Accès accompagne les professionnels de SLGBTQ dans leur entrée dans l'industrie tech. QT Leader soutient les talents expérimentés pour accélérer leur progression et QT fondatrice un accélérateur pour les entrepreneurs queer en début de parcours. Nous organisons aussi les QT Connect Meetup chaque trimestre à Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, Ottawa et Halifax. Et bien sûr, QTQ, la plus grande conférence tech de SLGBTQA+, au Canada. Prêt à vous connecter? Rejoignez notre communauté dès maintenant sur queertech.org. Allez, retour à l'épisode. Aujourd'hui, il y a une impulsion d'utiliser la technologie. C'est tout le monde, on voit la technologie sort, on veut implémenter ces nouvelles technologies puis les lancer rapidement. Comme tu as dit, il faut être un peu précoce à voir, tu sais, c'est quoi les analyses qu'il faut faire. Il y a une sécurité à avoir sur ces plateformes, surtout avec l'IA générative. J'aime beaucoup, tu sais, comme le temps vous a pris de développer ça. Je vais switcher un peu à parler de ton équipe, de la culture de la compagnie. On va un peu approfondir sur ton parcours entrepreneurial aussi en tant qu'entrepreneur. Comment ton identité a-t-elle influencé les décisions que tu prends et la culture que tu construis chez Walrus? Il y a beaucoup d'analogies à faire entre mon parcours identitaire en tant qu'entrepreneur et personne queer et celui de Walrus. Puis, c'est vraiment très frappant. Déjà, en premier lieu, c'est comme un peu une fractale. Hein? Je veux dire, le travail interne qui doit être fait par un individu pour aller à la rencontre de sa personne, découvrir ses forces, ses faiblesses, une entreprise doit le faire de la même manière, mais en tant que groupe. Puis, ce sentiment d'être différent, de pas être une seule chose, de pas appartenir à 100% à un groupe, qui est quelque chose de très formateur, autant au niveau personnel, je veux dire, moi, bon, évidemment, la différence de toujours avoir été comme un peu entre les deux chaises, entre le féminin et le masculin, de jamais avoir l'impression d'appartenir ni à l'un ni à l'autre, mais à être de un et de l'autre, mais de jamais se sentir 100% appartenir à l'une ou l'autre de ces factions. C'est un peu ce qu'on a vécu aussi avec l'entreprise, tu sais. On est une entreprise en deep tech créatif, mais il n'y a aucun des fondateurs qui a un background en tech. Absolument zéro. Quand on faisait du vidéo, ben, je veux dire,
oui, on était des créateurs vidéo, mais on faisait d'autres choses aussi. Fait qu'on n'appartenait pas nécessairement à cette communauté-là. Même chose pour l'interactif. Je veux dire, on faisait des sites web, mais on n'était pas des développeurs web. C'était pas notre identité non plus. Puis, on s'est beaucoup cherché à travers tout ça. Tu sais, notre parcours nous a amené à explorer différentes avenues. Puis même chose avec moi, d'explorer ma féminité, ma masculinité, de tanguer entre les deux. Mais essentiellement pour être en mesure, à un moment donné, de faire comme, OK, wow, j'arrête de regarder ce qu'il y a autour, là. Puis là, il faut que je fasse un travail, je me recentre vers l'intérieur, vers moi-même, puis que je me pose les bonnes questions, que j'affronte mes démons, puis que je réalise que, en fait, ce que je considère comme étant mes faiblesses sont en fait mes plus grandes forces. Puis c'est exactement ce qui s'est révélé autant pour moi que pour l'entreprise. Quand Walrus a compris que notre force résidait dans le fait que justement, oui, on focus pas sur un seul produit, on focus pas sur une seule expertise. Oui, on est disparate, mais en fait, ça nous a permis de développer une combinaison d'expertise, une combinaison de compétences très rares, en fait, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a le positionnement qu'on a aujourd'hui. Puis on n'aurait pas pu être ça si on n'avait pas passé à travers tout ce processus-là avant. On est un petit peu dans l'ésotérique pratiquement, mais pour moi, ça, c'est fondamental. Trouver son identité, puis d'intégrer complètement et entièrement tout ce qu'on est. Et pas essayer de dire, ça, je suis comme ça. Tu sais, je veux dire, là, je vais prendre un exemple personnel, mais dans mon processus d'acceptation de ma féminité, il y a eu ce moment eureka de réaliser qu'en fait, je suis la personne que je dois être dans sa pleine. Il y a aucune partie de moi, en fait, qui n'est pas moi. Puis je dois arriver à réaliser la pleine puissance de ce qu'elle se représente d'être à la fois femme, mâle et femelle, ou peu importe, là, on peut parler des forces masculines, féminines, et d'accepter le féminin en moi, et de galvaniser le masculin, puis de faire en sorte que tout ça puisse vivre dans sa pleine expression. Puis c'est ça qui fait en sorte que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai les talents que j'ai, d'être capable d'avoir une perspective très variée, d'être capable de rassembler les gens autour de différentes perspectives, d'être capable de comprendre le langage, un peu comme un caméléon, d'être capable de bien m'adapter dans plusieurs différents crowds, d'être capable que les gens se comprennent. En tant que chef des opérations, c'est essentiellement ça que tu fais. Un superpower, comme on dit en anglais, tu sais, qu'on retrouve à l'intérieur. Oui, exactement. Non, j'aime beaucoup ça. Puis, je vais t'amener un peu ma prochaine question. Pour toi, un peu, quels sont certains avantages et défis uniques qu'à être entrepreneur queer, tu sais, dans ce secteur-là? On a parlé un peu, tu sais, de notre aspect, comment tu as développé ta compagnie, puis tes valeurs aussi sont inculquées un peu dans cette culture-là. Mais autant qu'entrepreneur queer, un peu, comment tu vois aussi cet aspect, un entrepreneur queer peut avoir comme avantage et défi dans ce secteur de l'art et de la technologie? C'est une excellente question. Puis, il y a une partie de la question que j'ai de la misère à répondre parce que fondamentalement, je n'ai jamais accepté la vérité ou la réalité que ce que je suis puisse impacter ce que je peux faire ou comment est-ce que les gens me perçoivent. Puis, de ce fait, je n'ai jamais ressenti qu'on me traitait différemment parce que soit j'étais une femme en tech ou que j'étais une personne queer. Puis je pense que la raison en arrière de ça, c'est que if it's not a big deal for me, it won't be a big deal for you. Ouais. Sur quoi on met l'axe? Parce que ce qu'on met l'axe sur nous, ben ça reflète un peu dans ces relations autour de nous. Oui, exactement. Si j'en fais un big deal pour moi, puis que tout est une question de la place des femmes en technologie, puis tout est une question de sous-représentation des queers ou des femmes en technologie, ben c'est ce que je vais signaler, c'est ce que les gens vont percevoir de moi, puis c'est ce que je vais recevoir aussi, parce que nécessairement... Comme un miroir. Exactement. Donc, de cette manière-là, ça n'a jamais été un aspect primordial, fondamental, on va dire, de mon processus identitaire en tant qu'entrepreneur. Ça a toujours été là dans le background, mais ce n'était pas l'élément fondamental sur lequel je mettais vraiment beaucoup d'attention.
Puis je pense que j'ai pas ressenti cette dualité ou cette friction-là. Tu sais, je veux dire, c'est une conversation qui peut être très polarisée, hein. Quelle est la responsabilité des personnes queer dans une compagnie autant que dans une société? Tu sais, je veux dire, en organisation, il y a plusieurs scales, il y a plusieurs échelles d'organisation. Mais tu sais, j'aurais à dire là-dessus que on parle aussi de retour de balancier, puis on est dans une époque extrêmement volatile et intéressante. Les personnes en marge de la société ont toujours occupé deux fonctions. Une fonction à l'extrême, c'est-à-dire d'être en marge, d'essayer, d'explorer, de faire les choses pas comme les autres, en fait, de faire les choses à l'avant-garde de ce que le reste de la société fait traditionnelle. Donc une fonction d'exploration, de créativité. Donc ça, c'est un aspect, un élément, mais aussi un aspect de coalition. Parce qu'en étant quelqu'un qui était capable de vivre, qui se met dans différentes positions, qui est capable de comprendre les autres d'une manière que d'autres personnes ont moins de facilité parce qu'on a cette sensibilité-là, parce qu'on a aussi ce parcours-là qui nous amène à être plusieurs choses en même temps. On a cette capacité de concilier puis d'aligner les gens ensemble à travers cette capacité de voir les choses d'une manière holistique puis de comprendre les gens puis d'amener ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un retour de balancier. C'est qu'on a été beaucoup on va dire, dans la polarisation, la politique du genre. On est allé à fond là-dedans parce que, juste parce que naturellement, c'est ça qui devait arriver. Mais là, on arrive à un moment charnière où on a besoin de se recentrer. Si on pousse encore plus la pilule dans cette direction-là, on va juste encore plus s'aliéner le reste de la société. Puis au lieu d'essayer de justement rallier puis d'amener à une unification, on va juste creuser encore plus le clivage. Donc, je pense qu'il faut qu'on se recentre sur l'essentiel de c'est quoi la diversité, au-delà de la politique du genre. Parce que oui, la diversité est fondamentale pour la créativité et l'innovation la créativité est fonction d'innovation et l'innovation est fonction de l'évolution. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a plus de diversité, plus de matériaux différents pour créer quelque chose de nouveau. Mais c'est ça, puis tu sais, c'est la force qui fait un peu, on a parlé, c'est le processus où tu as parti à se retrouver aussi, puis ta compagnie a fait un peu la même chose, mais cette rétrospection aussi, je pense, peut faire le superpower, tu sais, quand on parle en queer, que peut-être d'autres communautés vont pas à ce processus-là maintenant. Ils ont leur expérience qui va en suivre. Mais c'est vrai, tu sais, on retrouve dans une société qui est très polarisée, puis on peut beaucoup parler de ça. Mais moi, j'aimerais continuer un peu dans l'aspect de l'entrepreneuriat aussi. Tantôt, tu as mentionné, tu sais, un peu que tu étais une personne créative, puis des gens autour de toi, puis comment vous voulez. Comment parviens-tu à concilier, tu sais, l'élan créatif qui anime ton le travail de ton équipe avec les exigences rigoureuses de l'entrepreneuriat, de gérer une compagnie, l'administration aussi. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, l'équilibre, c'est une illusion, hein. On n'est jamais en parfait équilibrium. On est toujours en train de danser entre des états de déséquilibre. Et pour moi, le parcours entrepreneurial, ça a été exactement ça. Il a fallu à un moment donné que, un peu comme un parent qui donne naissance à son enfant, donner naissance à une entreprise, c'est un peu ça. Que tu dois te sacrifier jusqu'à un certain point pour les besoins de cette entité que tu es en train de monter. Donc, pour moi, un des éléments qui a été fondamental dans mon parcours d'entrepreneur, c'est un peu cette crise identitaire que j'ai connue à un moment donné, où j'ai commencé mon parcours comme une artiste entrepreneur. Puis ensuite, la compagnie avait besoin que je devienne autre chose. Elle avait besoin que je devienne une entrepreneur avant d'être une artiste, pour le bien du groupe, pour le bien de l'entité. Puis de focusser sur des éléments qui étaient fondamentalement très créatifs, mais d'une autre manière. En termes de stratégie, en termes d'opérationnalisation, surtout des stratégies de croissance, stratégie d'opérationnalisation, stratégie de croissance organisationnelle, puis comment envisager, comment avoir cette vision de comment la compagnie doit se développer en fonction de nos objectifs. Donc voilà. Mais aujourd'hui, maintenant, après 15 ans d'entrepreneuriat, d'avoir shifté vers on va dire, ces chapeaux strictement entrepreneuriales, maintenant, je peux retourner à mes amours créateurs, dans le sens que
Maintenant, j'ai l'opportunité de pouvoir me retirer un peu plus. Mon équipe est consistante, est autonome. Je suis en mesure de me retirer, de me donner du temps pour réfléchir, puis du temps aussi pour commencer à retravailler sur des projets personnels, créatifs qui vont nourrir le catalogue, le portfolio de catalogue de l'entreprise dans le space, dans l'espace du divertissement immersif. Quel conseil aurais-tu ou donnerais-tu aux personnes queer qui souhaitent se lancer un peu leur propre projet technologique, notamment dans le domaine créatif, art et technologie? C'est quoi ton conseil pour eux? En fait, s'ils sont encore sur les bancs d'école, je dirais d'être dans l'action, de foncer. Puis, en fait, la meilleure façon de faire partir un projet, c'est à une époque où les rencontres sont faciles, où tu es dans une opportunité de rencontrer des gens de différents horizons, avec différents talents, avec différentes expertises. Généralement, ça arrive en début de carrière. C'est là où c'est le plus effervescent. Je focuserais encore aujourd'hui, si j'avais à partir d'une entreprise, j'essaierais de la partir le plus tôt possible parce que c'est là où les risques sont les moins élevés, puis c'est là où la capacité de justement de trouver des partenaires, de trouver des projets, puis d'avoir des gens qui ont l'énergie, les ressources et les capacités de faire lever un projet sont les plus hautes. Très beau conseil, très beau. Tu sais, souvent, l'entrepreneuriat, les challenges, on le sait juste si on lance notre compagnie. Tu sais, c'est comme en lançant la compagnie, en allant dans l'action, qu'on apprend beaucoup de choses aussi. Puis on dit souvent, si la personne a cette capacité d'aller vers l'avant et de le faire, foncez-y. Puis, tu sais, des organisations comme QueerTech et d'autres peuvent aussi soutenir ou accompagner les gens, mais il faut faire ce journey, comme on dit en anglais. Il faut aller sur ce chemin-là pour découvrir un peu la compagnie. Puis, la compagnie, ça change, on change avec, puis on évolue avec. Mais définitif, l'élément central là-dedans, c'est d'être dans l'action. Être en action. C'est vraiment juste ça. Exact. Très belle manière de terminer, être dans l'action. On est toujours dans l'action. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous, partager ton expérience. Puis, on a hâte à vous retrouver une autre fois sur notre QT Podcast. Merci beaucoup, Jasmine Gervais, COO de Walleris Technologies, Creative Technologies. Merci beaucoup. Merci, Naoufel. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de QT Podcast. Rendre l'écosystème technologique plus queer est une mission d'envergure et nous sommes reconnaissants de vous avoir à nos côtés. Cet épisode est produit par Lauren Hicks, mixé par Naomi Silver-Vezina et animé par moi-même, Naoufel Testaoni. Un immense merci au Fonds des médias du Canada pour son soutien à cette saison. Inspirés et motivés, aidez-nous à faire entendre notre voix auprès de plus de professionnels queer de la tech. Abonnez-vous à notre émission, laissez-nous une excellente note ou écrivez-nous un avis. À bientôt et continuez à queerer l'écosystème tech.